Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Délé, je vais vous présenter ici un travail de fin de master bio-ingénieur. Alors les bio-ingénieurs en Belgique, je ne sais pas s'il y a des Français parmi nous, mais en Belgique c'est l'appellation qui regroupe autant les ingénieurs agronomes que les ingénieurs forestiers ou ingénieurs environnementaux qui sont différentes orientations de ce terme, bio-ingénieur. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est d'une méthode de cartographie de la forêt tropicale africaine qui utilise des images satellites optiques et radars des satellites européens Sentinel-1 et Sentinel-2, qui sont deux satellites que je vais vous présenter par la suite. Je vais vous parler aussi de Bayanga, qui est le lieu où j'ai résidé pendant 2 mois pour faire un travail de terrain et pour valider mes observations qui étaient faites sur base de ces fameuses images satellites. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais vous introduire essentiellement la localisation de l'étude. Je vais vous donner les objectifs du travail. Je vais m'attarder un peu plus sur la campagne de terrain. Et puis, je vais vous donner quelques codes de lecture concernant les images satellites et les éléments qu'on peut en tirer, les entités qu'on peut en extraire et qui vont nous aider à pouvoir faire un travail de cartographie. On va passer ensuite au travail de classification, vu que l'image satellite, pour la transformer en carte, on classifie chaque pixel, donc on donne à chaque pixel une information. Ensuite, je vais vous montrer les résultats de cette cartographie et les discussions qu'on a pu en tirer avant de conclure le sujet. Alors voilà, dans un premier temps, on se situe, comme je vous l'ai dit, en Afrique centrale. En Afrique centrale, essentiellement recouvert par le bassin du Congo et par la forêt tropicale éponyme, donc on appelle parfois la forêt du bassin du Congo, parfois la forêt centrafricaine, etc., forêt tropicale centrafricaine. C'est 2 millions de kilomètres carrés de forêt continue. À ce titre, c'est la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Elle recouvre différents pays, dont je vais vous parler maintenant. Il y a différentes organisations internationales, évidemment, qui se sont regroupées, différents pays qui se sont regroupés afin de réfléchir ensemble des enjeux de cette forêt et du devenir de cette forêt. Premièrement, on a le partenariat des forêts du bassin du Congo qui regroupe les 6 pays principalement recouverts, le Cameroun, le Centrafrique, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo. Et ces 6 pays sont rejoints par 4 pays supplémentaires qui sont le Tchad, le Burundi, le Rwanda et Sao Tomé et Principe, qui possèdent également du coup une couverture forestière sur leur territoire, mais qui apparaissent en tout cas du point de vue géographique comme secondaires par rapport au bassin du Congo. Alors très rapidement, les dates, ça commence dans les années 90. Il y a la réunion de ces 10 pays qui donne nom à l'ECOFAC, qui est donc le travail travail environnemental qui qualifie le travail environnemental qui va être fait sur les forêts d'Afrique centrale. Et c'est surtout l'appellation COMIFAC qui arrive en 2005 qui est très importante, la COMIFAC étant la Commission des forêts d'Afrique centrale. C'est une commission assez importante qui a évidemment beaucoup de bailleurs de fonds, même européens, dont la Commission européenne fait partie. Et en 2017, l'appellation RIOFAC qui se fait entendre et qui est un programme de renforcement de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, dans le cadre duquel, dans ma faculté, on m'a permis de faire ce travail. Ici, je vous donne un petit aperçu d'une cartographie qui se fait sur base d'images satellites, donc d'une cartographie par télédétection. Cette carte, c'est un prototype fait avec le satellite Sentinel-2. Donc, les satellites européens de télédétection sont assez récents, vu qu'ils ont été envoyés à partir de 2014-2015. Et maintenant, on a vu pas mal d'images satellites qui parlaient de la réduction des gaz à effet de serre pendant l'épidémie de Covid. C'est avec un autre satellite européen, Sentinel-5, qu'on a pu faire ce travail. Alors, cette carte ici que vous avez sous les yeux, c'était donc un prototype, comme je vous l'ai dit, et ça permettait de montrer la capacité du satellite Sentinel-2, qui prend des images optiques, qui prend littéralement des photos. Et la carte qui est sous vos yeux est une carte d'occupation de sol. C'est ce type de carte avec de la télédétection, à savoir qu'on va qualifier chaque pixel et dire en moyenne quelle est la surface qui le qualifie au mieux. Alors vous voyez sur le côté que la légende est assez basique. Ici, il y avait une douzaine de catégories.
On peut faire des catégories beaucoup plus fines. Voilà. Mais en tout cas, voilà le principe. Donc, chaque pixel est qualifié comme une couverture arborée, une couverture arbustive, de l'agriculture, du complexe urbain, de l'eau, etc., etc. En ce qui concerne la méthodologie, donc, le but de ce travail, c'était de mettre en place une méthode complète de télédétection, un processus complet qui va de l'acquisition des données jusqu'à la cartographie. L'intérêt de ce genre de méthode qu'on pratique sur une toute petite zone, c'est de trouver des atouts qui vont nous permettre d'appliquer cette méthode à une zone beaucoup plus grande, évidemment. Donc, si on fait quelque chose de trop spécifique, ce n'est pas très utile si on ne peut pas l'étendre à un territoire beaucoup plus vaste. Ça permet aussi, dans un deuxième temps, de confirmer le potentiel des satellites Sentinelle-1 et Sentinelle-2, comme je vous l'ai dit, qui ont tous les deux environ 4-5 ans, et qui sont un petit peu le fleuron de la télédétection européenne actuellement. Dans un deuxième temps, ce qui était demandé ici pour moi, c'était de créer une typologie forestière, dans le sens où on m'a envoyé dans une zone où il n'y avait pas spécialement de catégorie forestière qui était prédéterminée. Il y avait une forêt tropicale et le but était de la cartographier, mais on n'avait pas spécialement balisé en me disant il faudra repérer tel ou tel ou tel type de forêt. C'était moi qui devais l'écrire. Et je vais donc vous décrire ça par la suite. Alors, on se rapproche un peu plus de la zone qui a été étudiée. J'ai été à Bayanga pendant 2 mois. Vous voyez que c'est, je ne sais pas si on voit ma souris, c'est la pointe sud-ouest de Centrafrique, de République centrafricaine. Et dans cette pointe, qui est constituée non seulement d'une région protégée qui comprend elle-même 2 aires strictement protégées, il y a une présence, déjà il y a une présence humaine qui est très ténue. La ville de Bayanga elle-même fait 4 à 6 000 habitants. Et dans cette ville se trouvent également des institutions WWF, des institutions du ministère des Eaux et Forêts centrafricain, etc. Donc il y a une présence de surveillance environnementale qui est assez forte. Les zones protégées en tant que telles, c'est des zones qui contiennent des populations de gorilles et d'éléphants qui sont surveillées. Donc moi, je suis allé sur place en tant que cartographe forestier, entre guillemets, mais du coup, ça plaisait beaucoup aux gens qui surveillent des populations d'animaux pour savoir peut-être faire le lien entre les déplacements des troupeaux et les types forestiers qui seraient déterminés. Alors, vous voyez enfin en orange, le carré orange sous vos yeux, c'est la délimitation de la zone qui sera à terme cartographiée. Donc ça avait été aussi décidé à l'avance. Voilà, donc pour le travail de terrain, il y a eu 2 types de collecte de données qui ont été faites. Vous voyez sur la gauche, mon pisteur Félix qui m'a beaucoup accompagné sur place. Donc sur place, c'est les villages de pygmées locaux, les Bahaka, qui sont les pisteurs locaux attitrés. Tout qui va dans la forêt pour faire des relevés ou quoi que ce soit s'accompagne d'un pisteur qui connaît ça très bien, qui connaît surtout les dangers, qui reconnaît les bruits devant nous. Et qui peut diagnostiquer rapidement qu'il s'agit d'un éléphant qui nous fonce dessus ou d'un arbre qui tombe et qui est inoffensif parce qu'il est loin. Il y a aussi une série d'anciennes cartes que j'ai pu dénicher et qui ont permis de me documenter un peu la zone en sachant que, sans connaître la méthodologie qu'eux ont utilisée, parfois on n'est pas vraiment sûr de leurs données. Donc c'est toujours un esprit critique qu'il faut garder avec ce type de document, surtout quand ça date un peu. Et qu'on n'a plus personne à qui poser des questions concernant la méthode de fabrication de ces documents. Voilà, donc pour catégoriser les types forestiers, vous allez voir que j'en ai 8, ou plutôt 7 et un 7e bêta, 7e B. Il y a différents indicateurs qui ont été observés pour catégoriser ces types forestiers. Dans un premier temps, la fermeture de la canopée, c'est un premier indicateur. Et comme son nom l'indique, c'est la projection de la surface de la canopée au sol. Cette projection représente un pourcentage de couverture du sol et c'est ce pourcentage qu'on catégorise. Alors ça se fait à l'œil nu dans la forêt avec des moustiques dans les yeux quand on transpire, donc c'est vraiment de l'évaluation à la grosse louche. Maintenant, une forêt du coup, qui aura une couverture de moins de 25% au niveau de sa canopée sera qualifiée de très ouverte et une forêt qui aura une couverture au niveau de sa canopée de plus de 75% sera qualifiée de très fermée. Un deuxième indicateur, c'est la fermeture du sous-bois qui se mesure en longueur de vue. Donc,
un sous-bois dans lequel on voit plus de 15 mètres sera qualifié de très ouvert et un sous-bois dans lequel on voit à moins de 5 mètres sera qualifié de très fermé. Alors, il y a toute une série d'autres paramètres qui peuvent qualifier un peuplement forestier, son hétérogénéité dans sa canopée, la hauteur des arbres, la densité, l'hydrologie, la topographie, les espèces indicatrices, etc., etc. Je vous passe en revue très rapidement les 8 types forestiers. Vous voyez ici, en commençant par la gauche, qu'on avait une forêt primaire persistante, qui est monospécifique, donc qui est presque composée que d'une seule espèce, le limbali, très courant en forêt tropicale africaine, et du coup qui est très facile à reconnaître. On a un autre type de forêt primaire qui, pour le coup, est très hétérogène, donc il y a des irrégularités très marquées dans la canopée, qui a des diamètres de tronc très très différents d'un arbre à l'autre, et qui se trouve en général sur les reliefs escarpés, ou en tout cas les pentes plus ou moins fortes. On a 2 types de forêts secondaires qui vont tout simplement être déterminés par leur âge. Encore une fois, vu le nez, une forêt secondaire considérée comme vieille sera une forêt qui a été coupée, mais qui a déjà, depuis 40-50 ans, eu la capacité de repousser sans être trop perturbée par l'homme. Une forêt secondaire jeune sera une forêt du coup, qui a beaucoup de trouées, qui a beaucoup de raffia dedans, qui est une espèce indicatrice pionnière, c'est-à-dire qu'elle va pousser là où il y a des trouées, là où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et donc, si on trouve du raffia, c'est que très récemment, il y avait encore un sol nu ou pas encore beaucoup d'arbres aux alentours. Les 4 autres types sont des types liés à l'hydromorphie, donc au fait que l'eau soit présente dans la forêt, que ce soit une forêt inondée, donc qui subit un battement du niveau de l'eau sur l'année, ou des forêts ripicoles qui se trouvent littéralement dans l'eau. Ça, ce sont pour les 3 premiers types que vous voyez. Et enfin, le 4e était les forêts rocheuses. Vous voyez que c'est barré parce que dans un premier temps, les forêts rocheuses ont été qualifiées comme un type. Mais dans un second temps, c'est en fait le caractère géographique d'une zone rocheuse qui va être appliquée en surimpression aux 7 premiers types que vous avez vus. Donc, le fait d'être rocheux peut s'ajouter à un des 7 autres types présentés. Voilà, alors comment ça se passe sur le terrain? Vous voyez ici sur la carte tous les points jaunes, ça correspond aux échantillons que moi j'ai pris sur place avec mon GPS. Donc j'ai fait mon petit tour dans la forêt avec mon pisteur, j'ai pris mon GPS et j'ai surtout été vérifier que la forêt dans laquelle je me baladais correspondait à la description que je vous ai faite précédemment. Ces échantillons-là, jaunes, c'est ce qu'on appelle les échantillons de validation et ils me serviront plus tard, je reviendrai dessus. Les polygones orange, par ailleurs, que vous voyez sur la carte, ça c'est ce qu'on appelle les échantillons d'entraînement. C'est-à-dire qu'après 2 mois de séjour sur place, à vue de nez, la carte que vous avez ici, moi je peux très bien dire à quoi correspond chaque teinte de pixels, chaque valeur de réflexion de la lumière, etc. Donc je peux par la suite délimiter des zones en disant ça je suis sûr à 100% que c'est de la forêt primaire. Donc je vais donner l'information à mon programme que ces zones-là sont tel type forestier. Et le fait de délimiter ces zones va entraîner mon modèle qui va du coup me générer une carte. Je vais vous parler du coup plus précisément du type de données utilisées. Je vous ai parlé de Sentinel-2 et d'images optiques. Donc, comme je vous ai dit, les images optiques, c'est littéralement des photos. Des photos qui sont prises dans des longueurs d'onde beaucoup plus larges que ce que l'œil humain peut voir. Donc, l'œil humain peut voir le rouge, le vert et le bleu. Mais un capteur d'un appareil photo sophistiqué, comme ceux qu'il y a sur les satellites, peut voir, pourquoi pas, les infrarouges, et même toute une large gamme d'infrarouges ou de micro-ondes que l'œil humain ne peut pas voir. Ça nous permet de sortir l'image que vous avez sous les yeux, qui correspond à des longueurs d'onde que nous ne voyons pas. Si vous allez sur Google Maps, la forêt est entièrement verte, mais en allant dans différents types de longueurs d'onde infrarouges, on a des délimitations de peuplement forestier qui apparaissent à nos yeux. Très intéressant donc pour nous. Ce sont des images à 20 mètres de résolution que moi j'ai utilisées, en tout cas les bandes à 20 mètres de résolution, mais qui ont été rééchantillonnées à 10 mètres pour correspondre aux images radar que je vais vous présenter tout de suite.
Voilà, donc les images radar du satellite Sentinel-1 étaient le deuxième type de données utilisé. Vous voyez que c'est beaucoup plus ténu comme information, hein, on n'a pas grand-chose. Le grand avantage du radar, c'est qu'il ne subit pas les aérosols atmosphériques, la vapeur d'eau, les nuages, etc. Il passe à travers et donc on a une image tous les 6 jours, toute l'année, là où l'image que je vous ai précédemment montrée, le satellite passe également tous les 6 jours, mais sur une année, j'ai réussi à avoir 5 images qui n'avaient pas de nuages, vu qu'on est en zone tropicale et que du coup la couverture nébuleuse, la couverture nuageuse, pardon, est très très marquée. Voici le type d'entité qu'on peut extraire d'une image radar. Donc, vous avez vu que l'image précédente était assez pauvre en informations. Voici ce qu'on peut extraire en soustrayant le signal radar obtenu en saison sèche par rapport au signal radar en saison humide. Et donc là, on a tout de suite des zones qui vont ressortir particulièrement. Et c'est avec ce type de travail de l'image qu'on peut du coup délimiter des peuplements, délimiter des zones et avoir un regroupement de pixels qui va être intéressant pour notre cartographie. Alors, le plus gros problème quand on fait ce type de classification, donc on parle de classification vu que chaque pixel de la carte va recevoir une valeur et on va essayer de faire en sorte que la valeur de ce pixel corresponde à un des 8 types forestiers que je vous ai présentés préalablement. Mais comme vous voyez, si on dézoome très fort sur la carte, on a des zones qui apparaissent à nos yeux, mais si on zoome très fort dessus, en fait, c'est des zones qui sont extrêmement hétérogènes parce que l'ombre d'un arbre, le reflet de sa couronne ou je veux dire, l'information d'une trouée, l'information d'une zone boueuse, etc., tout ça va être très, très hétérogène au niveau de l'image. Et donc, ça va être très difficile de transformer ça en une zone homogène, vu que le but pour nous, c'est d'avoir des peuplements forestiers homogènes ou au moins de les localiser du mieux qu'on peut. Alors pour ce faire, on a voilà, donc encore un exemple de ce que je vous explique. Si je classifie mon image sans toucher à l'hétérogénéité, vous avez ici à droite, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que moi je vois, vous avez à droite une classification brute et qui donc ne correspond pas à ce qui nous intéresse, parce qu'au final, c'est une non-information complète, vu que tous les 30 mètres, on a un type de forêt différent. Et en fait, cela correspond aux ombres, aux reflets, etc., comme je vous ai expliqué. Donc, on a un travail préalable de l'image qui doit être fait. Du coup, il y a 2 méthodes que moi j'ai faites pour arriver à ce travail de l'image. La première a été non pas d'utiliser un pixel ou la valeur d'un pixel pour classifier une image, mais d'utiliser la moyenne des valeurs autour de ce pixel et de lui attribuer cette valeur. C'est-à-dire que mon pixel qui se trouve sur une image ne vaut plus ce qu'il vaut, mais vaut la moyenne de tout son contexte. Et en termes plus vulgarisés, en fait, ça floute les images. Mais ça permet du coup de réduire cette hétérogénéité et de pouvoir classifier une carte de façon plus cohérente. La deuxième manière, c'est d'avoir une approche basée sur les objets et donc de passer par un logiciel qui va nous segmenter les images et qui va lui-même découper la canopée forestière en différents peuplements. Et il va bien entendu regrouper des peuplements qui ont une apparence plus ou moins similaire. Et donc la classification ne va plus se faire par pixel, mais par objet. C'est donc ces 2 méthodes qui vont être comparées par la suite. Donc voilà, pour résumer la méthode qui va être utilisée, on a donc 9 classes forestières, les 8 que je vous ai présentées, plus une 9e qui sera le non-forêt, que je n'ai pas sous-catégorisé parce que ce n'était pas mon travail. Il y a donc 3 phases successives de classification qui ont eu lieu. La première étant de séparer les forêts de ce qui n'est pas forestier. La seconde étant de classifier les 7 types forestiers dans cette canopée forestière. Et la troisième, qui était plus expérimentale, était d'essayer de trouver les fameuses zones rocheuses et de les indiquer en surimpression sur les 7 catégories précédentes. Voilà, donc vous avez ce qu'on appelle un forest mask. Il y a beaucoup d'anglicismes qui sont conservés même en français pour ce type de travail, donc d'où le fait que les slides sont en anglais. En classifiant du coup les forêts versus ce qui n'est pas forestier, on a ce type de carte et on a déjà une première information.
On peut aussi du coup visuellement la comparer et l'appliquer sur les images satellites pour voir si on a fait un bon boulot ou pas. Ça, c'est l'appréciation visuelle du résultat, mais on a aussi ce qu'on appelle l'overall accuracy, AO, qui ne se traduit pas en français, mais qui serait la précision générale de la carte, et qui se calcule grâce à mes points jaunes que je vous ai montrés avant. Et en utilisant ces points jaunes, je vais vérifier qu'ils sont au bon endroit par rapport à ce que moi j'ai déterminé. J'ai pris mes points jaunes sur la carte, je leur ai moi-même attribué une qualité par rapport à la forêt dans laquelle ils se trouvent. Et maintenant que j'ai fait ma carte, je vérifie qu'ils sont effectivement bien dans ce type de zone. Et c'est ce pourcentage de valeurs bonnes ou mauvaises qui vont me donner le pourcentage d'overall accuracy de ma carte. Voilà, donc dans un second temps, j'ai fait le travail de classification pour les 7 types forestiers que je vous ai montrés. Et avec la méthode basée sur les pixels et la méthode basée sur les objets, c'est le contraire, celle-ci c'est les pixels, celle-ci c'est les objets, on arrive à des overall accuracy de 73 à 82% qui sont plus que corrects dans ce type de travail, étant donné qu'on va beaucoup prendre des échantillons qui sont dans des lisières, qui sont dans des types qui ne sont pas super bien déterminés. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait un travail de classification qui ne soit pas parfait. D'ailleurs, les erreurs vont nous indiquer, comme vous allez le voir, quel travail d'amélioration on pourrait faire. Alors, après cette première phase, moi, j'ai fait une intersection des zones qui avaient été classifiées et j'ai créé, vous voyez ici à droite, un nouvel échantillonnage des forêts. C'est-à-dire que l'intersection des deux, j'ai considéré que c'était d'office bon et j'ai réentraîné une deuxième fois mon modèle de cartographie pour voir ce qu'il allait me sortir comme carte et voir s'il allait m'améliorer le rendu. Et donc, voici les deux méthodes, la méthode par pixel et par objet sortie de cette deuxième étape. Vous voyez que l'overall accuracy n'est pas immense. Encore une fois, il y a des types forestiers qui sont un peu entre deux eaux, qui s'interprètent à vue de nez autant dans la forêt que sur base de l'image satellite. Donc, c'est toujours de l'approximation de toute façon. Par ailleurs, moi, ce qui me plaisait beaucoup à l'image de droite, qui est celle sur base des pixels, c'est qu'on reconnaît très bien les lignes dans le territoire. Donc, il y a certains tracés assez linéaires dans la forêt qui correspondent très bien aux routes d'exploitation de la forêt. Il y a aussi des lignes qui correspondent au creux des vallées. Et on a des lignes qui sont beaucoup plus courbes et qui correspondent assez bien, c'est ça, au trait naturel du territoire. Là où la version par objet, voilà, il y a un troncage de l'information qui ne me satisfaisait pas. Voilà, je vous passe très rapidement cette information-là. Donc, pour évaluer la précision de la carte, on fait une matrice de confusion, c'est-à-dire que vous voyez en haut, en tête des colonnes, c'est tous les types forestiers que moi j'ai déterminés et qu'on retrouve sur la carte. Ça, c'est les têtes des colonnes, du coup. Et l'intitulé des lignes, qui s'appelle donc samples 1, 2, 3, 4, etc., sont mes fameux points jaunes que j'ai moi-même catégorisés dans les 7 types forestiers. Et le travail consiste à vérifier si les échantillons que j'ai été prendre sur le terrain ont bien été catégorisés dans la bonne catégorie forestière. Évidemment, il y a des fautes. Comme je vous l'ai dit, les fautes permettent d'en savoir plus en se disant effectivement, ces deux choses-là sont très similaires, mais peut-être que sur le terrain, on voit une grosse différence, mais en fait, l'image satellite ne nous donne pas la possibilité de les différencier. Donc, créer deux catégories, en fait, c'est une aberration parce que on va créer des fausses cartes. Alors, on ferait peut-être mieux de fusionner ces deux catégories, de trouver quelque chose de plus général. En tout cas, ce n'est pas ça qu'on doit scinder comme information parce qu'on cherche une licorne. Voilà pour le calcul de la précision de la carte. Voilà, donc je vous fais grâce des différents chiffres, mais effectivement, quand on voit que certains échantillons sont systématiquement catégorisés dans une autre classe, c'est qu'il y a confusion entre deux classes. Voilà, donc je vous fais grâce de ce développement technique. Pour ce qui était de la classification des zones rocheuses, il y a eu un travail, j'ai inclus du coup, en plus des images satellites que je vous ai montrées, une couche qui représentait la topographie, étant donné que c'était essentiellement des crêtes rocheuses et que c'était ces crêtes rocheuses qui donnaient lieu à des affleurements rocheux. Et c'était visible sur les images satellites, mais même sur le terrain, c'était difficile de sentir les différences entre une forêt rocheuse d'une forêt non rocheuse.
Donc, on est très clairement dans des zones à caractère rocheuse, plutôt délimitées vaguement. En tout cas, j'ai préféré les délimiter vaguement. Et vous allez voir comment j'ai fait ça juste après. Mais en tout cas, du coup, la méthode basée sur les objets ou basée sur les pixels ont tous les deux plus ou moins fonctionné. Et de la même manière que pour les types forestiers, j'ai fait une intersection entre ces deux premières méthodes pour avoir une zone réelle. Et c'est l'intersection de cette classification par objet et cette classification par pixel qui m'a donné ma classification finale. Comme j'avais très peu d'échantillons de validation, encore une fois les fameux pleins jaunes, vu que j'ai passé une journée dans ces montagnes et je me suis tellement cassé la gueule que j'avais plus envie d'y retourner, j'avais que 9 points pour valider ces crêtes rocheuses. Et donc ici, le travail de validation, il a été qualitatif et pas spécialement quantitatif, c'est-à-dire que j'ai ressorti une carte de 1983 de Boulevard, qui était une carte pédologique, donc une carte de sol, une carte de relief. Et sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'est vague vu que c'est une vieille carte papier scannée. Les affleurements rocheux de la région correspondent à 3 accents rocheux que j'avais moi-même trouvés dans ma classification. Donc, quelque part, moi, c'est ça que j'ai présenté comme résultat et ça a été assez bien reçu. Maintenant, un travail de vérification serait d'aller à ces 2 points isolés et d'aller voir s'il y a de l'affleurement rocheux. Si c'est le cas, c'est magique, ça veut dire que j'ai trouvé une très bonne méthode pour trouver les affleurements rocheux. Comme je vous ai dit, j'ai préféré délimiter des zones vagues plutôt que des zones strictes. Et donc, j'ai pris une zone tampon de 500 mètres autour de ce qui avait été catégorisé comme rocheux afin de les délimiter sur la carte. Alors, voilà à quoi ressemble la carte finale. Je suis désolé si vous avez des tout petits écrans comme le mien. Évidemment, sur un grand poster ou sur des slides, ça se voit beaucoup mieux. Mais donc, vous voyez dans la légende que les 7 types forestiers sont représentés. Le 8e étant les zones rocheuses qui sont hachurées et donc qui viennent en superposition par rapport au type forestier, étant donné que c'est un caractère géographique qui s'ajoute. Et on a un 9e type qui est le non forestier et qui correspond à l'agglomération de Bayanga, la route en tant que telle et tous les villages qui sont dans ce secteur. Il y a toute une série d'autres informations, les frontières, les courbes de niveau, les routes, etc., qui ont été ajoutées et qui existaient dans la base de données sur place et qui évidemment ont été ajoutées pour permettre d'habiller un peu la carte. Ce n'est pas des choses qui ont été relevées sur le terrain. Voilà, donc pour conclure ce travail, une fois de plus, et ça c'est les conclusions classiques de ces types d'images, c'est que les données à haute résolution de Sentinel-1 et de Sentinel-2 sont tout à fait utilisables et tout à fait pertinents pour ce type de travail. Et donc, on leur souhaite de longues années de performance en télédétection. La qualité de la validation, elle est très complexe et moi, je remets un peu en cause ce pourcentage d'overall accuracy parce qu'on peut avoir des scores très bas et une carte qui ressort très bien, tout comme on peut avoir une carte extrêmement moche, mais avoir des échantillons qui ont été pris au bon endroit et dans ce cas-là, avoir un très haut score. Donc moi, je prône énormément le fait qu'on a 2 yeux reliés à un cerveau et que ça sert à s'en servir. Et donc, trouver de la vieille documentation, trouver d'autres façons de vérifier si on a fait du bon boulot, parfois c'est intéressant aussi. Voilà. Et donc, la dernière conclusion, c'est que parfois, quand discriminer 2 types forestiers paraît compliqué, l'un peut en fait se surimprimer à l'autre. Donc, le principe des superpositions de classes, moi, me paraissait intéressant et pourrait s'utiliser pour des indicateurs d'hydrologie, des indicateurs de relief, des indicateurs de sécheresse, etc. Et ceci, au lieu de se substituer au type forestier, pourrait s'ajouter dessus pour qualifier la forêt de façon plus précise. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et je vous rends la parole.